Bien, bonjour, monsieur le directeur de police de la MRC Bois-Arnois de Salisbury de la Sûreté du Québec. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Samuel Rousseau. Mes collègues aujourd'hui sont Cindy Vachon, Alex Grenier et André Dupuis. Ils vont joindre à nous un peu plus tard dans la présentation. Comme vous le savez probablement déjà, depuis plusieurs années, la technologie se développe de façon très rapide, ayant pour résultat une multiplication d'appareils électroniques dans l'entourage de l'être humain. Parmi ces appareils, plusieurs ont la capacité de se connecter à Internet. Ceci étant dit, l'accroissement d'objets qui vont être reliés à Internet peut apporter de nombreux aspects positifs dans la vie de tous les jours. Les gens, bien sûr, vont communiquer avec des cellulaires pour communiquer avec leur famille, amis, connaissances, etc. pour la job aussi. Par contre, très peu de gens vont être alertés par les dangers ainsi que par les conséquences qu'englobe la mauvaise utilisation d'Internet. Parmi la variété de dangers qu'Internet peut nous offrir, on y trouve la cyber-intimidation. Non seulement ce type d'intimidation peut se produire dans un endroit privé tel qu'à la maison, mais il peut aussi se produire dans les établissements publics. Dans cette présentation, on a l'école polyvalente Baie-Saint-François qui est aux prises avec une recrudescence de cas de cyber-intimidation. Donc, suite à cette information que vous avez eue il y a quelques mois que l'école Baie-Saint-François était aux prises avec une recrudescence de cyber-intimidation, vous nous avez donné pour mandat d'éclaircir la situation et d'apporter des solutions à cette problématique. Alors pour ce faire, voici l'ordre du jour. On va commencer avec la présentation du phénomène de la cyber-intimidation pour mieux comprendre c'est quoi à la base. Ensuite, on va parler des recherches et des observations qu'on a faites au cours des derniers mois. Aussi, on va parler de l'illustration pratique et analytique, ainsi que les solutions, les pistes de solutions qu'on propose qui pourraient aider à régler le problème. Donc, avant d'aller plus en profondeur dans le vif du sujet, il va être indispensable de présenter le phénomène de cyber-intimidation de façon claire et concise afin de mieux comprendre pourquoi ce type d'agissement s'accroît à l'école polyvalente Baie-Saint-François. Donc, il est à noter qu'une foule de définitions existe pour la cyber-intimidation. C'est pas propre dans un dictionnaire. On a plusieurs définitions, mais elles sont souvent faites par des organismes tels que la Sûreté du Québec, le SPVM, ainsi que plusieurs autres. Donc, ça nous donne une idée globale de ce que c'est la cyber-intimidation. Le terme cyber va être utilisé afin de classer un crime comme étant fait à partir d'une technologie. Ça fait en sorte qu'on a une section de crimes hétérogènes parce qu'ils ont tous le même préfixe cyber, on les met tous dans la même petite boîte. Parmi ces types de crimes, on peut y trouver le cyber theft, le cyber stalking, le cyber fraud, ainsi que plusieurs autres. Malgré qu'une multitude de crimes ont le préfixe cyber, il va être crucial de comprendre qu'il y a certains délits qui ont très peu de similarités et ont une plus grande différence qu'on peut s'imaginer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais donner un petit exemple. Là. On va comparer la cyber-intimidation contre la cyberfraude. Les deux crimes sont commis, oui, à partir d'une technologie. Par contre, l'un des crimes concerne le fait d'intimider quelqu'un par la force, la violence, la ruse, ainsi que le deuxième, lui, vise à tromper dans l'intention en contrevenant à la loi ou au règlement. On peut voir clairement que l'intimidation va affecter directement une personne de façon psychologique, tandis que l'autre va avoir pour but d'obtenir un bien de façon mal intentionnée. Quand je dis l'autre, on parle bel et bien de la cyberfraude. Donc, le terme cyber-intimidation il est défini sur le site de la Sûreté du Québec comme étant l'envoi ou l'affichage d'images ou de messages cruels ou insultants par le biais d'Internet ou d'un autre dispositif de communication numérique. En d'autres mots, on peut voir que cette définition nous démontre que la cyber-intimidation, elle peut se produire, oui, sur les réseaux sociaux, mais surtout les réseaux d'échange tels que Facebook, Messenger, MySpace, Instagram et plusieurs autres réseaux où il est possible d'échanger et de partager de l'information via le net.
On a aussi le service de police de la ville de Montréal qui a fait en 2014 un site web qui dévoile de multiples moyens qui sont adoptés par les individus qui menacent, diffament ou harcèlent leurs victimes sur Internet. Parmi cette liste, nous y trouvons les méthodes suivantes. On a les courriels, les salons de clavardage connus comme étant des chat rooms, les groupes de discussion, les sites web, ainsi que les messageries instantanées. On peut alors comprendre qu'il est nécessaire de se pencher sur ce problème puisqu'il est difficile à contrôler grâce à sa complexité et son interdépendance du net. Il est aussi à noter que les répercussions de la cyberintimidation peuvent être très alarmantes auprès d'une victime. Encore une fois, tel que confirmé par le SPVM, les conséquences auprès des cibles de la cyberintimidation peuvent être davantage variées, allant de la perte de l'estime de soi à la dépression et même au suicide. Alors maintenant, passons à quelques articles de loi. La cyberintimidation va être un phénomène qui est assez récent, qui bien sûr ne cesse de s'accroître à grands pas. Afin d'améliorer l'efficacité du combat contre la cyberintimidation, on a le gouvernement du Canada qui a mis en place une abondance d'articles au code criminel. Donc parmi ces articles, on y trouve les suivants. On a premièrement le harcèlement, qui est l'article 264.1. Je vais donner un exemple, là, c'est du harcèlement. C'est exemple un individu qui envoie à répétition des messages à une autre personne en ayant la pleine connaissance que cette personne se sente harcelée. Ce dernier pourrait être accusé sous l'article 264.1 du Code criminel. On a ensuite l'article 264.1 entre parenthèses 1 qui comprend de proférer des menaces. Afin d'illustrer le tout, un individu qui utilise la messagerie instantanée pour menacer à mort une autre personne en ayant pour but d'obtenir une somme d'argent en échange, c'est considéré comme étant avoir proféré des menaces. De plus, l'article 372 entre parenthèses 1 du Code criminel concerne les faux messages. On va donner un exemple de faux message. C'est une personne qui envoie des courriels à plusieurs individus en stipulant qu'il y a un problème avec leur compte de banque et leur demande les codes d'accès ainsi que les numéros de carte pour rétablir le problème, quand en réalité il n'y avait pas de problème. Ensuite, on a l'extorsion qui est sous l'article 346 entre parenthèses 1 du Code criminel, qui est d'envoyer des courriels à des gens en utilisant des menaces afin d'obtenir une faveur telle que de l'argent ou des faveurs sexuelles. De plus, on y trouve la fraude à l'identité sous l'article 403 du Code criminel. Donc la fraude à l'identité, c'est entre autres un individu qui utilise une fausse identité, par exemple sur les réseaux sociaux, afin d'obtenir des avantages pour lui-même ou pour une autre personne dans le but de causer des désavantages à quelqu'un d'autre. On a aussi l'article 423 du Code criminel qui a pour contenu de l'intimidation. Ça peut être une personne qui utilise Internet pour menacer quelqu'un d'utiliser la violence, par exemple cet individu parle à sa copine. Finalement, on y retrouve les articles 297 à 301 du Code criminel concernant la diffamation. Donc cette section de loi peut concerner la cyberintimidation lorsque des propos sont faits via le net et ceux-ci portent atteinte à la réputation de quelqu'un ou même à l'honneur d'une personne. Je vais maintenant parler de statistiques de la cyberintimidation à travers le Canada. Donc, l'intimidation via les réseaux sociaux, comme on le sait tous, c'est un phénomène qui est répandu, mais il est répandu non seulement chez les jeunes adolescents du Canada, mais bien partout à travers le monde. Tel que mentionné par le gouvernement canadien en 2012, le Canada est au 9e rang sur une échelle évaluant 35 pays en ce qui concerne l'intimidation chez les jeunes. Afin de comprendre en profondeur la présence imminente de la cyberintimidation au Canada, il va être d'usage de dévoiler quelques statistiques concernant la cyberintimidation. Donc, commençons avec le site internet Internet Safety 101 qui a été publié en 2015. Ce site internet nous indique que plus de la moitié, donc 54% pour être plus précis, des adolescents ont été témoins de cyberintimidation dans leur entourage.
Parmi ces multitudes de réseaux sociaux utilisés pour intimider, on y retrouve en premier plan Facebook, suivi de YouTube. Ceci étant dit, la cyber-intimidation, c'est un obstacle qui est majeur puisque ce type d'intimidation peut se produire sur des réseaux réputés à travers le monde. L'intimidation via le net, on dit qu'il vise beaucoup plus les jeunes adolescents puisque ces types de technologies étaient bien sûr omniprésentes dans les générations précédentes. Afin de mieux cibler les victimes et les agresseurs, on a fait plusieurs recherches concernant la moyenne d'âge auquel les jeunes sont plus à risque de se faire cyber-intimider. Dans un rapport fait auprès d'adolescents de 13 à 15 ans par Safety Internet 101, publié aussi en 2015, il est indiqué que 70% des jeunes assurent avoir subi de l'intimidation via les réseaux sociaux. Ceci étant dit, selon cette recherche, les jeunes âgés d'à peine 15 ans ont subi dans leur passé pour la majorité une forme de cyber-intimidation. Donc les épisodes d'intimidation via le net se font très jeunes. Afin d'approfondir ces statistiques, il y a un sondage qui a été fait par le service de police de la ville de Montréal auprès d'élèves de 9 à 17 ans concernant l'intimidation. Parmi les résultats, on a 34% de ces étudiants qui affirment avoir été victimes d'intimidation ou de harcèlement sexuel au courant de l'année scolaire. De ce pourcentage, on a 27%, donc 27% de 34%, qui ont été victimes d'intimidation via le web. Ce type d'intimidation faite sur les réseaux sociaux est beaucoup plus précoce que l'on s'imaginait, puisqu'elle est aussi présente auprès des écoles primaires. À cet égard, on a Statistique Canada qui a fait l'objet sur les incidents autodéclarés de l'intimidation par Internet en 2011. Il déclare qu'environ un adulte sur 10 vit dans un ménage où il y a connaissance de cyber-intimidation d'au moins un des enfants entre 8 à 17 ans. On peut voir sur le tableau les résultats de cyber-intimidation en pourcentage selon les âges. Donc, on a 6% qui sont cyber-intimidés entre 8 et 9 ans. On a 12% qui sont victimes entre 10 et 11 ans. On a 41% qui sont des cibles entre 12 et 13 ans. On a 26% qui sont âgés de 14 et 15 ans. Et finalement, on a 14% des jeunes qui sont âgés entre 16 et 17 ans. Bref, les âges les plus ciblés sont ceux qui se trouvent entre 12 et 15 ans. Il serait donc raisonnable d'assurer un type de prévention vers l'âge de 10 et 11 ans afin de diminuer ce type d'agissement. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Alex Grenier. Mon côté de la présentation, ça va surtout être concernant la méthodologie. Donc, dans cette section-là, notre équipe s'intéresse surtout c'est quoi le phénomène pratique de la cyber-intimidation, comment c'est perpétré par les jeunes au niveau secondaire. Donc, puisqu'il y a une grosse recrudescence à l'école de la Baie-Saint-François, on s'est inspiré de plusieurs cas qui se déroulent partout au Québec et au Canada. Donc, les médias choisis sont eux qui sont facilement accessibles par les jeunes et les plus vieux, donc les médias qui sont de base. Donc, les médias qu'on va explorer ici sont Facebook, YouTube et Twitter. Donc, c'est les cas qu'on a réussi à trouver via Internet, via justement ces médias-ci. Donc, on verra deux cas pratiques sur Facebook, un de YouTube et un de Twitter. Donc, tout d'abord, avec Facebook, on remarque que les jeunes, c'est souvent le premier média social qu'ils vont utiliser. Tout simplement parce que c'est accessible, facile d'utilisation et c'est user-friendly, si on pourrait dire. Donc, c'est comme ça qu'ils vont rejoindre leurs amis pour les premières fois et avoir leurs premières expériences. Dans notre cas-ci, on va s'intéresser à deux cas en particulier. Un qui s'est déroulé en 2015 à Sherbrooke et l'autre qui est le cas de Stéphanie Lemoine. Donc, notre premier cas, qui est celui de Sherbrooke, est un cas qui s'est déroulé en 2015 dans cette ville de l'Estrie. Donc, ça a commencé d'un triangle amoureux entre deux jeunes et une fille. Finalement, la fille a décidé d'aller avec celui qu'on va appeler l'intimidateur. Donc, suite à ça, l'intimidateur, avec plusieurs de ses amis ayant une grande influence, il a décidé de niaiser l'autre élève. Donc, ça a commencé à l'école. Ensuite de ça, ça s'est poursuivi via Facebook et Internet, qui ont commencé à envoyer beaucoup de messages haineux. Après plusieurs mois, et le jeune qui n'a eu aucun support de la part de la direction et de ses parents a décidé de prendre les grands moyens par lui-même. Donc, une journée arrivée à l'école, il a décidé d'asperger l'intimidateur de gaz et ensuite de l'allumer, ce qui a fait plusieurs brûlures au niveau du cuir chevelu et du visage de l'intimidateur.
Ensuite de ça, ben, est arrivé ce qui est arrivé. Le jeune s'est fait arrêter et a été en attente d'un procès. Sauf que pendant ce temps-là, l'intimidation n'a pas arrêté. S'il y a de quoi, il y a eu une recrudescence. Donc, plusieurs messages haineux qui ont été envoyés. Donc, ce qu'on a pu remarquer, c'est un grand manque d'absence de la direction et du personnel enseignant et policier qui n'ont apporté aucun support. Ce qui, selon les parents intimidateurs, ont forcé leur jeune à faire le geste qu'il a commis. La deuxième situation où Facebook a été le grand média, ça a été le cas de Stéphanie Lemoine, qui a été publié dans un article de JA du groupe TVA. Donc à l'époque, elle était juste en secondaire 2, puis elle a commencé à être la risée de ses amis qui la ridiculisaient. Donc la victime dans cette situation était le membre de l'équipe de cheerleading de son école. Quand elle a commencé à prendre une coupe de livres, ses amis se sont mis à la ridiculiser sur son poids à travers des messages sur les réseaux sociaux. Donc, comme j'ai dit, c'était sur Facebook, commencer à envoyer des messages, t'es grosse, t'es pas belle, tu nous fais honte. Donc, suite à ça, la jeune, qui, on va dire par chance, a eu une mononucléose. Donc, ça lui a permis de perdre quelques kilos, puis l'intimidation s'est arrêtée. Donc, ça a été correct du secondaire 2 jusqu'à secondaire 5. Quand elle a commencé à avoir des bonnes relations avec une de ses enseignantes, l'intimidation a repris pour elle. Donc, encore une fois, ses dites amies ont commencé à la traiter de toutes sortes de noms, tels que grosse vache, salope, lécheuse de bottes. Tristement, une des solutions envisagées pour la victime, ça a été le suicide, parce qu'elle s'est dit, peut-être ça va leur faire réaliser tout le mal qu'ils m'ont fait. Sauf qu'elle, elle a eu le très bon réflexe d'en parler à ses parents, qui lui ont donné plusieurs trucs, donc tourner la ridiculisation en dérision carrément. Donc, s'il a traité de grosse vache, je fais bon, mais ça tombe bien, tu sais, moi j'aime ça les vaches, ça me met en santé. Donc, ici, on a vu à peu près c'était quoi la différence entre avoir un bon support de la part des parents et du personnel étudiant comparé à ne pas en avoir du tout. Le deuxième média qu'on a choisi pour illustrer notre propos, c'est un média qui est bien connu des jeunes et qui rend très aisé la distribution de contenu sur la cyberintimidation. Donc, c'est le fameux site YouTube. Donc, comme on sait, cette plateforme qui est utilisée pour partager des vidéos est très bien connue des jeunes qui l'utilisent à plusieurs fins, que ce soit pour le divertissement ou juste pour le plaisir d'écouter des vidéos. Malheureusement, YouTube, c'est aussi utilisé par certaines personnes pour tourner au ridicule et du même coup intimider les personnes qu'ils connaissent. Un grand cas qui est typiquement québécois, c'est le cas de Ghislain Raza, mieux connu sous le nom de Star Wars Kid. Donc en 2002, Ghislain, il a 15 ans et il a imité un combattant Jedi de la série Star Wars dans son école secondaire dans un studio. C'est inconnu s'il a laissé la vidéo là ensuite volontairement ou s'il l'a laissé là par accident. Bref, en 2003, son vidéo a été trouvée par quelqu'un et distribuée de façon massive par un collègue de classe sur YouTube. Donc, Ghislain a été connu mondialement pour ses mouvements. Ensuite, ça, Star Wars Kid, il a été la victime de plusieurs internautes à travers le monde. Plusieurs le traitaient de gros, de mauvais danseur, et même qu'il y en a eu certains qui ont été jusqu'à dire qu'il devrait se suicider tellement il devrait avoir honte. Suite à ça, il y a une vidéo de réaction à ça qui s'appelle Kids React to Star Wars Kid, réalisée en 2011. Puis même les jeunes qui le regardaient, tu vois la réaction, et il y en a plusieurs qui disaient « Ah, c'est vraiment gênant, c'est une honte, pour comment il va avoir une blonde, c'est un idiot. » Donc, Ghislain, suite à ça, il a fait une grosse dépression majeure, il a terminé son secondaire à l'hôpital. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de regarder, par exemple, c'est avec l'appui de ça, de ses parents et du personnel de l'hôpital, Ghislain a réussi des études de droit à l'Université de Montréal. Donc aujourd'hui, monsieur est un avocat. Il est intéressant aussi de noter que les parents de Ghislain, suite à sa dépression, ont décidé de poursuivre les parents et l'élève de son école qui a publié la vidéo. Sauf qu'en 2006, l'entente s'est réglée hors cours. Néanmoins, les dommages qui ont été faits ont été non négligeables. Il est intéressant aussi de noter que les parents de Ghislain, suite à sa dépression, ont décidé de poursuivre les parents et l'élève de son école qui a publié la vidéo. Sauf qu'en 2006, l'entente s'est réglée hors cours. Néanmoins, les dommages qui ont été faits ont été non négligeables. Donc, le dernier média qu'on a choisi, c'est Twitter, qui est souvent uniquement utilisé pour transmettre des statuts ou faire des petits sondages et des commentaires. C'est un peu moins utilisé pour transmettre les images, néanmoins, ça demeure quelque chose de possible. Et Twitter demeure un très gros joueur dans le domaine de la cyberintimidation. Le cas qu'on explore se déroule à Winnipeg, au Manitoba, dans un sondage réalisé sur Twitter en 2015, où les jeunes eux-mêmes déplorent une nouvelle forme de cyberintimidation.
En effet, puisque l'adolescence est une phase cruciale et le jugement des pairs est important, quelques gens ont commencé à écrire des statuts sur Twitter comme qui a les plus beaux cheveux, qui est le plus beau couple de l'école. Puis au début, c'était correct. Sauf que ça s'est rapidement transformé à ben, c'est qui le plus gros, c'est qui la plus salope, c'est qui le plus noir, ce qui est éventuellement amené au harcèlement de plusieurs étudiants. En plus, à cause que les réponses sont données anonymement via Internet par forme de sondage, il est quand même très difficile, voire impossible de savoir qui a répondu. Ça peut créer beaucoup d'insécurité et d'incertitude pour les victimes qui se voient publiquement humiliées sans pouvoir faire grand-chose ou encore agir contre les intimidateurs. À cause que le présent cas n'a pas eu de conséquences graves sur les jeunes visés par la division scolaire en charge de Winnipeg, ceux-ci n'ont pas jugé bon d'approfondir la recherche. Cependant, ce qui était quand même très intéressant de constater, c'est qu'il y a plusieurs mesures préventives qui ont été mises de l'avant en contactant le service de police de la ville de Winnipeg. Donc, ça démontre déjà une préoccupation de la part de l'organisation scolaire. Donc, pour conclure la partie méthodologique de notre présentation, on est en mesure de constater que la cyberintimidation peut prendre plusieurs formes dans le cyberespace. Ça peut soit être par le biais des réseaux sociaux populaires ou encore de sondages. Donc, cette forme d'intimidation, c'est un crime qui est en constante évolution et il est très important qu'il soit traité avec sérieux. Un autre élément qu'on peut remarquer ici, c'est de 1, la lenteur du système de justice, mais de 2, c'est la façon qu'il est traité. Donc, on remarque que le plus vite qu'on va traiter la cyberintimidation, le plus rapidement que les autorités compétentes vont prendre ça en charge, le plus rapidement que le problème va se résorber et donc éviter des drames. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Cindy Vachon. Je me joins donc avec mes collègues pour vous parler du sujet qu'on a choisi, soit la cyberintimidation. Mes collègues vous ont présenté le phénomène en tant que tel, le mandat qu'on a décidé d'analyser. Puis également quelques recherches et observations qui ont été faites. De mon côté, je vais vous parler davantage d'illustrations pratiques et l'analyse qu'on en a fait. On va parler, entre autres, du profil des individus qui s'adonnent à ce type de crime qu'est la cyberintimidation, que ce soit autant du côté des agresseurs que des victimes. Puis, je vais également vous parler aussi comment se déroule concrètement un dossier de cyberintimidation à proprement dit, plus au niveau de l'enquête policière. Donc, avant de commencer, la cyberintimidation, ce que je veux qu'on retienne au départ, c'est que c'est un phénomène qui est relativement nouveau. Il est vraiment important de faire preuve d'ouverture quant à sa définition. Puis, c'est une problématique évolutive, particulièrement en matière d'enquête policière. C'est un type de crime qui demande beaucoup d'adaptation, puis quand même une certaine créativité au niveau des moyens d'enquête. Il peut avoir lieu de faire preuve de certaines stratégies, puis des fois de faire aller un petit peu notre imagination. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, on va parler des profils des individus qui peuvent s'adonner à ce type de crime-là. On retrouve d'un côté le suspect, les intimidateurs en tant que tels. Puis de l'autre côté, on retrouve les victimes de cyberintimidation. La première année du secondaire, parce que c'est notre public cible là, pour notre travail, c'est pour ça que je vais aborder particulièrement cette clientèle-là. La première année du secondaire est une période qui est charnière pour les jeunes qui doivent souvent s'adapter à une nouvelle école, à un nouveau fonctionnement scolaire. C'est vraiment beaucoup de nouveau pour les jeunes, puis ces changements-là peuvent être difficiles et stressants pour ces jeunes adolescents-là. Fait qu'il est important de préciser que chacun n'a pas tous non plus la même préparation puis les mêmes aptitudes pour faire face à cette nouvelle vie, que ce soit autant notre bagage, leur bagage personnel, ce qu'ils vivent à la maison, autant que scolaire ou académique également. En plus de tout ce volet-là, il y a l'influence des amis aussi qui est à considérer. On sait tous qu'à cet âge-là, des fois, ça peut être facile de prendre une direction plutôt qu'une autre. Auparavant, il pouvait être facile de mettre un visage sur un jeune intimidateur. On s'imaginait très facilement là, le gros gars de l'école qui s'en prenait aux plus jeunes, réservé, introverti. C'est vraiment l'image
quand on parlait d'intimidateur, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que la plupart des gens leur venait en tête. Puis par rapport aux jeunes qui parlent pas trop, qui est souvent très réservé. Mais avec l'arrivée de l'accessibilité à Internet, puis la prolifération des médias sociaux, il faut s'avouer que c'y en est vraiment tout autrement. On pourrait même dire que l'intimidation n'a plus de visage. Ou du moins, il est beaucoup plus difficile d'en développer un stéréotype. Derrière un écran, seul à la maison, il est beaucoup plus facile de dire des paroles pouvant dépasser nos pensées. On peut souvent avoir certains propos qu'on n'oserait jamais dire devant la personne si la personne se trouvait en face de nous. Dans le cadre de nos interventions avec nos enfants, c'est important de les sensibiliser, je pense, à ce type de réalité-là. Puis souvent, par leurs commentaires, on peut tout simplement leur poser la question là, à nos jeunes. Là. OK, ce que tu viens de dire ou ce que tu as écrit, par exemple, là, ce que tu viens d'écrire sur Facebook ou quoi que ce soit, c'est-tu quelque chose que tu serais capable de dire haut et fort au centre d'achat, par exemple? Là, souvent, le jeune va dire, ben non, jamais j'oserais dire quelque chose comme ça. Ben, des fois, ça peut être un bon point de départ pour leur faire réaliser que c'est la même chose autant sur Internet que dans la vraie vie, que des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire non plus. Fait que c'est de leur faire prendre conscience, de ce volet-là. Puis que l'intimidation, elle a vraiment plus de visage. N'importe qui peut jouer le rôle maintenant d'intimidateur et ou de victime, puis des fois, les rôles s'interchangent. C'est pas rare qu'on voit que une personne a été victime à un certain moment donné de cyberintimidation et se retrouve dans le rôle d'intimidateur quelques mois, une année ou deux après. Là. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit aussi. Au niveau de l'intervention en matière de cyberintimidation, il y a plusieurs personnes qui ont un rôle à jouer. Au niveau de nos écoles, pour avoir travaillé particulièrement souvent dans plusieurs écoles, il y a maintenant, la plupart ont tout un protocole d'intervention pour prévenir l'intimidation puis tenter d'y remédier. Du moins, là, d'être vraiment là, proactif dès le départ qu'une situation est déclarée. Il va de soi qu'il est important d'être à l'écoute de tous les indices pouvant laisser croire à une situation d'intimidation. Il faut réagir vraiment rapidement avec la situation se dégénère, puis surtout avec les moyens technologiques, tout ça, on sait tous que ça va quand même à la vitesse de l'éclair, puis les jeunes ont de plus en plus leur téléphone à portée de main. Donc, ça peut, dans une semaine, la situation peut vraiment changer, puis causer des dommages autant physiologiques et physiques importants. Heureusement, comme l'école qu'on a présentée ici dans notre cas, l'école de la baie Saint-François, sont vraiment proactives aussi à ce sujet-là. Ils ont leur protocole d'intervention. Puis, c'est également aussi par souci de réduire puis de prévenir l'intimidation qu'ils ont accepté de collaborer avec notre service de police afin de développer des solutions à cette problématique. On parle ici là, du cas qu'on a décidé de développer, là, évidemment, dans notre travail. Davantage le volet en collaboration avec notre service de police pour tenter d'enrayer les situations parce que ça a quand même pris beaucoup d'ampleur. Donc, évidemment, avec l'arrivée de ce type de dossier-là, de cyberintimidation, puis la hausse de ce phénomène-là, évidemment, il va sans dire que la situation se reflète également dans le milieu policier. Les policiers et les enquêteurs doivent adapter leurs méthodes et techniques d'enquête pour faire face à toutes ces situations-là relevant de la cyberintimidation. Puis c'est là, comme je vous disais précédemment, là, dès le départ, qu'il est important de retirer nos œillères puis être quand même assez innovateur dans ce type de dossier-là. Si le mandat nous a été demandé par notre organisation policière, comme tel est le cas dans notre travail, c'est que ce type de dossier représente désormais une charge de travail qui est considérable pour les policiers et policières du secteur. Donc, afin de mieux comprendre l'importance de développer la prévention dans ce domaine, il s'avère primordial de comprendre les implications au niveau policier et le déroulement d'une enquête. C'est pour ça que c'est ce qu'on veut, je veux surtout faire comprendre dans ma partie à moi, c'est vraiment de démontrer que, entre autres, en faisant de la prévention, ça va vraiment pouvoir aussi alléger le travail policier par la suite, dans le sens qu'on risque probablement d'enrayer plusieurs situations sans que ça se rende à notre service et d'entreprendre nécessairement des procédures criminelles dans ces cas-là.
D'abord, comment ça fonctionne là, au niveau des étapes et du processus. Bon, à prime abord, il y a d'abord la dénonciation, que ce soit par le parent, l'école, tout ça. Il faut que la situation soit dénoncée, que le jeune le dénonce, que ce soit au niveau de l'école, ses parents ou un policier. Tout commence par là. Puis, l'école peut intervenir, faire son protocole et tout ça, mais dans le cas où on en vient à une plainte policière, le policier qui prend la plainte doit évaluer s'il y a une infraction criminelle de commise ou non. Puis, par le fait même, déterminer s'il y a une intervention urgente ou non qui est nécessaire selon la situation. Donc, l'ouverture du dossier. Puis, il doit recueillir toutes les versions des personnes concernées, en plus de toutes les informations qui sont disponibles et susceptibles de faciliter les démarches à venir au niveau technologique. C'est ce bout-là qu'il ne faut pas oublier parce qu'il y a souvent une preuve au niveau technologique qui est à recueillir. Donc, c'est ce volet-là qu'il faut préserver. Donc, en plus des éléments de base à recueillir, que ce soit la déclaration du jeune en tant que tel, son intervenant scolaire, ses parents, le policier doit obtenir tous les détails supplémentaires qui vont améliorer les chances de succès de l'enquête et seront potentiellement nécessaires aux unités de support susceptibles de porter assistance dans le dossier de cybercriminalité. Comme entre autres, là, au niveau de la Sûreté du Québec, il y a une équipe à temps plein là-dessus qui travaille au niveau de la cybersurveillance et une équipe aussi au niveau de la division technologique qui s'occupe du volet du traitement de la preuve au niveau des ordinateurs, la recherche dans les ordinateurs de la preuve, les cellulaires et tout ça. Donc, c'est des équipes maintenant avec ce type de crime qui n'ont pas eu le choix d'être développées puis de faire partie intégrante là, de ces dossiers-là. Donc, ensuite, dépendamment de l'urgence et de la nature du dossier, bien, le dossier est assigné à un enquêteur là, pour les démarches d'enquête subséquentes. Au niveau de la Sûreté du Québec, selon le modèle de ce corps de police-là, le dossier va être possiblement assigné à un enquêteur de poste ou au policier intervenant en milieu scolaire, qu'on appelle communément le PIMS. Dans la plupart des régions, il y a un PIMS attitré à chaque poste et qui couvre toutes les écoles. Puis c'est souvent, là, c'est vraiment le partenaire là, qui a développé un partenariat, comme on pourrait dire, avec l'école pour toute situation là, qui pourrait s'être avérée de nature criminelle ou quoi que ce soit. Donc, il faut alors recueillir toute la preuve qui est pertinente au dossier et c'est là aussi qu'il faut déterminer s'il y a des ordonnances judiciaires qui vont être requises dans ce cas-là. Au niveau de l'information, des informations de la victime, souvent, la victime collabore et tout ça, puis elles peuvent être obtenues par leur autorisation. Il y a des formulaires à cet effet qui sont signés. Évidemment, quand c'est des jeunes en bas de 18 ans, là, les parents doivent également signer et collaborer. Là. Donc, de leur côté, on peut obtenir leurs informations via leur autorisation et celle de leurs parents. Quant aux suspects, par contre, eux, bon, c'est là que souvent il y a diverses ordonnances qui doivent être obtenues auprès d'un juge. Que ce soit autant mandat général que mandat de perquisition, ordonnance, c'est là qu'on doit regarder nos besoins qui vont être selon le dossier. La liste des informations qui est à obtenir selon le crime aussi. Ce qu'il faut recueillir, c'est les détails de la victime sur ses comptes, les détails de ses comptes sur les réseaux sociaux, les personnes qui peuvent avoir accès à ces comptes, ses adresses courriels, leurs propriétaires et les personnes y ayant accès, le nom du fournisseur d'accès Internet, les liens web ou sites Internet en cause, les applications ou les logiciels qui sont impliqués, les dates et heures des faits importants, évidemment, les mots de passe en cause, le nom des personnes qui ont accès et la relation entre les impliqués. C'est tous des détails que c'est important de prendre au moment où on prend notre plainte, qu'on rencontre notre victime. Si on oublie des choses, on recommunique et tout ça. Mais c'est des informations, je vous dis en général, qui sont de base et importantes à prendre. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il peut s'avérer pertinent là, de contacter la division technologique de la Sûreté du Québec
pour discuter de leur expertise dans ce domaine et obtenir leur soutien. Souvent, ils peuvent nous faire penser à des choses, sont habitués, ils ne font que ça, ils peuvent nous faire penser à certaines choses. Puis, il ne faut pas oublier que l'état du droit là, est quand même en constante évolution, particulièrement en matière de cyber-enquête. Donc, leur expertise en la matière là, peuvent nous permettre de nous aiguiller et nous éclairer là, vraiment sur les particularités propres au contexte. Donc, ça peut nous donner des bonnes solutions. Une fois l'enquête qui a été débutée, que nos motifs ont été obtenus, puis selon le dossier, bien entendu, cela peut mener à une ou des perquisitions, puis l'arrestation du suspect, selon le cas. Je vous fais vraiment un topo général, comme on pourrait dire, là, d'un dossier typique, là, mais c'est sûr qu'il peut avoir différentes particularités selon le cas. Ensuite, plusieurs items peuvent être saisis selon la situation, dépendamment de l'information qu'on a au dossier. On parle d'ordinateur, cellulaire, clé USB, etc. Là. Donc, dépendamment de ce qui est impliqué dans le dossier. Puis, une fois le dossier complété, mais il est soumis au procureur des poursuites criminelles et pénales afin qu'il y ait des accusations qui soient déposées s'il y a lieu, puis de traduire les suspects devant les tribunaux. Là, on parle de jeunes là, au début du secondaire. Ce qui est important de savoir là-dedans, c'est qu'un jeune est justiciable à partir de l'âge de 12 ans. Donc, à partir de l'âge de 12 ans, les jeunes ont une responsabilité criminelle. Donc, ils s'exposent à des accusations, c'est commettre des choses. Fait que c'est important, là, de les sensibiliser par rapport à ça, que c'est pas rien non plus. Jusqu'à l'âge de 18 ans, ils vont faire face au tribunal de la jeunesse, par contre. C'est sûr, c'est différent qu'aux adultes, mais quand même, c'est pas ce qu'on souhaite idéalement. Donc, ça fait le tour par rapport à ça. J'ai été assez générale, mais ça vous donne quand même un aperçu de qu'est-ce que ça implique, puis du temps aussi que ça demande. C'est pas quelque chose qui peut se faire en 5 minutes non plus. Donc, c'est vraiment beaucoup de ressources qui sont mobilisées, d'où l'importance de faire de la prévention pour contrer au maximum ce type de dossier-là. Puisque ce qu'il faut se rappeler aussi, puis que je pense que c'est important de sensibiliser nos jeunes par rapport à ça, là, au début de l'adolescence, puis à un moment où on construit sa personnalité, on s'en rappelle tous que c'est pas une période là, qui est nécessairement facile. Les répercussions de la cyberintimidation, là, ça peut être vraiment là, dévastateur. On en a parlé tout à l'heure de certains cas, certains exemples, mais c'est vraiment la réalité. Le jeune perd confiance en lui, devient avec une faible estime de lui-même, peut avoir de l'isolement, ça peut même aller jusqu'à des idées suicidaires. Là. Puis il n'est pas rare de voir ces répercussions-là se refléter jusqu'à l'âge adulte. Puis d'avoir à y faire face même en étant adulte, tellement c'est pas évident de se construire une confiance, puis surtout avec la réalité d'aujourd'hui. Donc, si on peut exempter au maximum ce type de dossier-là, bien ça sera réussi. Donc, ça fait le tour pour ma partie à moi de ce que je voulais vous dire par rapport au niveau de l'illustration pratique, l'analyse, vous donner une petite idée du genre de personnes qui peuvent s'adonner à ce type de dossier, de crime-là, en fait. Donc, merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le directeur. Je m'appelle André Dupuis et je vais maintenant vous parler des solutions. Nous savons que votre temps est précieux et que vos budgets sont limités et nous pensons que vous allez être satisfait de ce que nous avons à vous proposer. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Selon nous, il est primordial que la solution passe par la prévention. Nous allons vous proposer un programme qui est déjà utilisé et apprécié par d'autres policiers. Nous vous conseillons, avant tout, de demander à votre policier intervenant en milieu scolaire de rencontrer le directeur de l'école B. Saint-François et de s'assurer qu'il demande à ses enseignants d'intervenir et de signaler des comportements problématiques et de ne pas hésiter à le consulter, même si un crime n'a pas encore été commis. La communication entre l'école et le poste de Beauharnois-Salaberry est très importante.
D'ailleurs, l'école devrait être réceptive puisqu'elle a déjà prévu dans son code de vie l'interdiction de faire de la cyberintimidation. Ce code de vie est même disponible sur leur site Internet et peut être consulté autant par les élèves et les enseignants que par les parents d'élèves. Mais pourquoi se concentrer sur la prévention? Nous pensons que les modèles en théorie et théorie traditionnelle sur la prévention s'appliquent tout à fait aux problèmes plus modernes que pose la cyberintimidation. Principalement parce qu'il englobe des infractions criminelles qui existent depuis longtemps. La seule chose qui est nouvelle est l'utilisation d'un ordinateur ou d'outils technologiques dans le modus operandi. Selon un célèbre chercheur américain en criminologie, Marcus Felsen, que l'on voit ici en photo, et entre vous et moi, vous n'êtes peut-être pas inspiré en le regardant, mais ne vous méprenez pas, c'est un chercheur très connu et réputé en criminologie. Il a écrit plusieurs livres et il est surtout connu pour sa théorie sur l'opportunité criminelle nommée en anglais la Routine Activity Theory. En résumé, selon Felsen, pour qu'un crime ait lieu, il faut la convergence dans le temps de 3 facteurs. La présence d'une cible, la présence d'un agresseur motivé et l'absence de gardien efficace. Dans le cas de la cyberintimidation, l'agresseur ou l'intimidateur a accès à beaucoup de victimes potentielles avec les médias sociaux actuels. En plus de profiter de l'absence de policiers sur Internet et de la difficulté pour les policiers de monter des dossiers, des enquêtes à cause des mandats que ça prend et des ordonnances de communication. Nous pensons donc que si nous éduquons par un programme de prévention efficace les jeunes de l'école Baie-Saint-François, nous allons diminuer le nombre de cibles potentielles à la cyberintimidation. En effet, comme le dit Francis Fortin dans son livre intitulé Cybercriminalité entre inconduite et crime organisé, à la page 173, l'enseignement de mesures de sûreté en ligne aux élèves et à leurs parents est essentiel dans le but de les sensibiliser suffisamment pour réduire les risques de victimisation en ligne chez les jeunes. Nous avons trouvé et comparé pour vous des programmes déjà disponibles élaborés par différents services policiers ou organismes communautaires. Nous allons en faire un survol rapide. D'abord, le jeu Déclic. C'est un jeu interactif en ligne qui place le jeune dans une mise en situation et lui propose divers choix. Et à travers le jeu, le jeune cumule des points en fonction des bons choix qu'il arrive à faire. Il y a également le programme Vous n'êtes pas seul. C'est un programme de la Sûreté du Québec qui comprend une vidéo de sensibilisation. Elle est disponible sur YouTube et un extrait est sur le site web de la Sûreté du Québec. Il y a également cyberaide.ca. Cyberaide.ca n'est pas un programme de prévention en soi, mais plutôt une ressource. J'en parle néanmoins, car sur ce site Internet monté par le Centre canadien de protection de l'enfance, qui est un organisme caritatif voué à la sécurité personnelle des enfants, il regorge d'informations sur la prévention de la cyberintimidation. Ils ont également des dépliants qui ciblent différents groupes d'âge et ces derniers peuvent être achetés, mais aussi plusieurs sont gratuits. Il y a également Clip Intimidation du SPVM. Ce sont des cours vidéo mis en ligne par le SPVM sur leur site web. Ces clips mettent en vedette une policière qui donne des conseils aux adolescents ou aux parents. On y trouve rapidement des réponses claires. Ce qui est intéressant aussi du SPVM, c'est un jeu interactif sur la cyberintimidation. Ce sont des mises en situation illustrées qui demandent aux jeunes de faire des choix. Un peu comme le jeu Déclic, mais honnêtement, même en tant qu'adulte, j'ai passé un bon moment en jouant à ce jeu du SPVM. Il y a également le programme Cyberbranché, qui est également un programme de la Sûreté du Québec, qui a été développé en 2006 en partenariat avec le SPVM. Le programme vise à soutenir et informer les policiers afin qu'ils puissent organiser des activités préventives, renseigner les citoyens et ouvrir des enquêtes en lien avec les cybercrimes. Il vise également à sensibiliser la clientèle aux risques de la navigation sur Internet et aux comportements à adopter pour naviguer en toute sécurité.
La trousse du programme comprend des plans de conférence, des présentations en format PowerPoint et des fiches d'évaluation qui peuvent être utilisées lors de conférences qui visent des enfants, des adolescents ou des adultes, autant parents qu'intervenants. Nous pensons que le programme cyberbranché serait l'idéal, puisqu'il est déjà utilisé par la Sûreté du Québec dans d'autres postes. Il est simple et le matériel est disponible gratuitement auprès de votre organisation. De plus, le site CyberAide permet de commander des dépliants et brochures intéressantes qui sont tout à fait complémentaires au programme cyberbranché, comme par exemple ceux-ci, un cahier d'activités pour les 3 et 4e secondaires et une brochure à l'attention des parents pour des conseils de prévention. Nous vous suggérons donc de désigner un policier, par exemple votre policier intervenant en milieu scolaire, qui va être chargé de donner une conférence à tous les élèves de l'école Baie-Saint-François. Il pourrait les séparer, par exemple, par groupe d'âge ou par classe. Il faudrait faire une conférence minimalement une fois par année et ponctuellement aux besoins ou à la demande de la directrice d'école. Le policier pourrait suivre le programme cyberbranché. Il pourrait ainsi apporter lors de sa conférence aussi des dépliants, en plus de sa présentation PowerPoint, des dépliants commandés au préalable sur cyberaide.ca qui vont donner une multitude de conseils de prévention aux jeunes et à leurs parents. En plus de ce qui sera fait dans la prévention de la cyberintimidation, nous croyons important que le policier intervenant en milieu scolaire de votre poste et les enquêteurs soient au courant des sites web, applications et médias sociaux où les jeunes de l'école secondaire Baie-Saint-François naviguent. Donc, pour ce faire, l'adjoint aux enquêtes, le responsable du bureau des enquêtes, pourrait tenir un fichier Word qui est accessible à tous les policiers du poste, qui comprend une liste à jour des moyens utilisés par les agresseurs pour intimider les victimes. Par exemple, cette liste pourrait comprendre les pages Facebook associées à l'école, des médias sociaux tels que Twitter ou applications comme Snapchat et Instagram. Ainsi, lorsqu'un dossier de cyberintimidation est traité par le policier intervenant en milieu scolaire ou un enquêteur, l'adjoint aux enquêtes pourrait mettre dans la liste le média social utilisé ou la page ou le groupe sur Facebook. Et ainsi, ça sauvera du temps aux enquêteurs lorsqu'ils chercheront des preuves sur le web pour de futures enquêtes. Il serait également très important pour vous de faire un suivi sur l'évolution du problème de cyberintimidation. Et pour ce faire, une solution très simple, c'est que vous allez demander à vos policiers qui vont ouvrir des dossiers de cyberintimidation d'ajouter à leur rapport d'événement un code de ventilation, comme par exemple CYBINT pour cyberintimidation. Donc, comme tous les dossiers opérationnels de police sont alimentés au Centre de renseignement policier du Québec, communément appelé le CRPQ, le simple ajout de ce code de ventilation va vous permettre, vous, en tant que directeur, de vérifier à tout moment de l'année, via le CRPQ, le nombre de dossiers de cyberintimidation ouverts et traités au poste. Ainsi, vous allez pouvoir noter s'il y a une augmentation et alors intensifier la prévention par l'ajout de conférences supplémentaires. Et à l'inverse, et c'est notre objectif, si les données montrent une diminution du problème, vous allez pouvoir féliciter les policiers impliqués et le directeur d'école de leur effort. Vous allez même pouvoir, s'ils le désirent, si vous le désirez plutôt, donner une conférence de presse aux médias locaux en leur présentant le succès que vous avez eu pour lutter contre la cyberintimidation et leur présenter des statistiques. Alors, cela va contribuer à une image positive de votre poste et à l'image que les citoyens ont du poste de police. Enchaînons maintenant avec la conclusion. Donc, en conclusion, M. le directeur, nous remarquons que les crimes commis à l'aide d'ordinateurs sont en plein essor en 2016 et que la cyberintimidation n'en est pas exclue.
Du fait de sa rapidité, facilité et de l'anonymat qu'offre Internet, ainsi que de l'adaptation que doit faire le système judiciaire, ce nouveau fléau qui cause déjà bien des maux de tête à nos étudiants ne fait que commencer à être pris au sérieux. C'est pourquoi, selon nous, une intervention préventive précoce est requise afin de mieux informer les jeunes et intimidateurs des possibles conséquences des moyens accessibles pour s'en sortir. Encore une fois, selon nous, en plus d'informer les étudiants, puis les parents et les intervenants au niveau scolaire et policier de la MRC de Bournemouth-Salisbury, on pense que ceux-ci devraient être mieux formés à agir lorsqu'ils sont informés de la situation afin de prévenir et résorber la menace le plus rapidement possible. Enfin bref, c'est comme bien que le phénomène de la cyberintimidation soit encore à ses débuts, il ne fait aucun doute qu'une action rapide des intervenants puis des victimes peut aider à calmer et ou encore arrêter le comportement des intimidateurs. Encore une fois, par la prévention offerte sur le web, par des conférences et un travail ardu des policiers en charge de ces dossiers, nous serons en mesure de diminuer le nombre des cas de cyberintimidation et espérons ainsi offrir un meilleur environnement d'apprentissage aux jeunes de l'école secondaire de la Baie-Saint-François. Monsieur le directeur, merci beaucoup de votre temps et en espérant que les pistes de solutions qu'on vous a offertes vont pouvoir aider à diminuer et ou arrêter le problème.